C'est quoi votre rapport à la nature? Alors, c'est une question qui peut paraître sortir de nulle part, mais qui est en fait loin d'être triviale. Quand on parle d'engagement environnemental, on imagine souvent des jeunes urbains, militants, qui vont à des marches pour le climat, qui consomment bio, en circuit court et qui mangent du quinoa. Me demandez pas, c'est pas moi qui fais les règles. Et c'est vrai que c'est paradoxal parce que c'est des gens qui se battent pour préserver la nature, mais qui ne vivent pas vraiment dans des environnements naturels, et qui croisent rarement des plantes ailleurs que dans un jardin public. Long du bas a mal mis ses cache-oreilles. A l'inverse, on connaît en fait beaucoup moins la vie et le rapport à l'environnement des jeunes ruraux. Le sociologue Benoît Coquart expliquait même dans Le Monde qu'il existerait une sorte de mépris envers les classes populaires rurales qui peuvent être associées à la figure du plouc ou du beauf et qui seraient par nature incompatibles avec les valeurs portées par l'écologie. Donc on se retrouve dans une sorte de paradoxe où ceux qui vivent le plus à proximité de la nature seraient en fait anti-écologistes. Ça paraît un peu bizarre et on n'est pas aidé par le fait que les jeunes vivant en milieu rural ont en fait été assez peu étudiés par les sciences sociales. Et c'est donc précisément ce que sont allés faire les sociologues Evelyne Barthou et Maxime Duviot dans leur article intitulé « Ici, on vit plus simplement, expérience de nature et trajectoire juvénile en ruralité », publié en 2023 dans la revue Jeunesse rurale. Leur objectif était de mieux comprendre comment les jeunes vivant en Soule, une région rurale du Pays Basque, perçoivent la nature et leur rapport à l'écologie. Alors, les jeunes souletains sont-ils des écologistes sans le savoir et comment se construit leur rapport à la nature? Bienvenue dans Un vide de recherche. Je me rends compte que mon décor fait peut-être un peu triste pour un épisode qui parle de grandir dans la nature. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, avant de nous plonger dans les résultats, revenons rapidement sur le terrain qui a été effectué par nos deux sociologues. Pour répondre à leurs questions, les sociologues ont adopté une approche mixte combinant du quantitatif et du qualitatif. Pour commencer, ils ont fait passer un questionnaire à 226 jeunes, âgés de 15 à 30 ans, pour comprendre leurs pratiques, leurs aspirations et leur regard sur la nature et l'écologie. Alors, je sais que 226 questionnaires, ça peut paraître un peu léger pour une enquête quantitative, mais il faut bien avoir en tête que pour une région comme la Soule, ça représente quand même 12,4% des jeunes de 18 à 30 ans. Donc c'est assez représentatif de la population étudiée. Et dans un deuxième temps, ils ont fait 37 entretiens semi-directifs, donc beaucoup plus longs, beaucoup plus qualitatifs, avec des jeunes de profils assez variés, des lycéens, des étudiants, des travailleurs, certains qui ont quitté la Soule pour aller en ville, d'autres par exemple qui avaient décidé d'y rester. L'intérêt de cette approche, c'est qu'elle permet d'avoir à la fois les tendances générales et des témoignages concrets qui donnent du relief aux résultats. Le premier constat majeur de l'étude, c'est que la nature est partout dans la vie quotidienne de ces jeunes. Alors, je sais que quand je dis nature, c'est un concept un peu flou, on ne sait pas forcément de quoi je parle, mais justement, lors des entretiens, les enquêteurs ne définissaient pas avec précision ce qu'ils entendaient par nature, afin justement de réussir à capter le sens que lui donnaient les enquêtés. Et pour eux, c'est une évidence, ils vivent entourés de montagnes, de forêts, de rivières, donc ils vivent dans la nature. Moléon, c'est presque la nature aussi. Il y a de la ferme tout autour, c'est de la nature. Donc, en fait, moi je suis un peu tout le temps dans la nature. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est un peu là où je suis tout le temps, donc. Je pense que peu importe, si tu vas en Soule, il y aura toujours 15 arbres autour de toi. Je regarde de tous les côtés, il y a du vert, il y a des collines. Pour beaucoup, c'est un cadre qui apporte du calme, un sentiment de liberté, et ils sont nombreux à évoquer un lien affectif et identitaire avec leur territoire. Oh, attends, non, descends de là. Bon, et toi? Tu fais partie de la nature? Allez, va jouer. Ça d'ailleurs, c'est un des points de l'étude, mais parmi toutes les personnes interrogées, absolument aucun des répondants ne parle de la nature de façon négative. C'est toujours des références positives, et la nature est même souvent vue comme un moyen d'échapper aux autres. Et oui, ça peut paraître contre-intuitif parce que les communes rurales sont peu densément peuplées, mais justement, la conséquence, c'est que tout le monde se connaît, qu'on manque parfois d'intimité, et que la nature peut donc être une ressource pour s'extraire de son identité publique. En particulier à l'adolescence, quand on est en pleine autonomisation et construction de soi. Je vis dans un marais, j'ai posé des pancartes. Attention, ogre terrifiant, qu'est-ce que je dois faire pour avoir un peu d'intimité? Mais ce qui est intéressant, c'est que ce discours positif sur la nature, il se construit pas mal en opposition à un mode de vie urbain avec des jeunes qui revendiquent une sensation de liberté, à pouvoir vivre près de la nature, à pouvoir regarder au loin. Ils accordent notamment une place privilégiée à l'ouïe, en valorisant des environnements naturels qui sont qualifiés de calmes, de sereins, dans lesquels on peut entendre le chant des oiseaux, et qui s'opposent au bruit incessant de la ville. Et ça va nous amener à un des points principaux de l'étude, les jeunes interrogés se construisent essentiellement en opposition aux urbains.
Alors, le premier point intéressant, c'est que les jeunes souletains, ils se voient comme plus proches de la nature que les urbains. C'est par exemple ce que nous explique Arnaud qui nous dit « J'ai l'impression qu'on a un rapport un peu plus proche à la nature, vu on vit avec. Alors que quand autour de toi c'est que du béton et du goudron, t'as pas le même rapport à la nature que les gens qui vivent en campagne. » En fait, ce qui transparaît des différents entretiens, c'est que les jeunes ruraux ont le sentiment d'être privilégiés par rapport aux urbains. L'idée, c'est un peu que les urbains, ils viendraient dans la nature que quelques jours par an pendant des week-ends ou des vacances, alors que eux, ils y vivent au quotidien et ils ont donc un rapport beaucoup plus direct. Ils connaissent les bons coins à champignons, par exemple, ou alors des petits chemins de balade pas connus et surtout pas touristiques. Et ce qui est marrant, c'est que ce sentiment d'être un privilégié, il est aussi exprimé par des jeunes qui vont pas spécialement dans la nature, qui aiment pas balader, qui cueillent pas les champignons. Mais on voit que pour beaucoup, le simple fait de vivre proche des espaces naturels, ça suffit à se présenter, à s'affirmer, voire à s'opposer aux urbains qui en seraient trop éloignés. Certains vont même jusqu'à dire que les urbains n'auraient pas de vraie conscience écologique parce qu'ils vivent dans du béton et qu'ils n'ont pas le même contact direct avec la nature. Les auteurs analysent en fait ce discours comme une stratégie qu'on appelle en sociologie un renversement du stigmate. Alors, je fais une petite parenthèse pour expliquer ce qu'ils veulent dire par là. C'est une analyse qu'on doit au sociologue américain Erving Goffman dans son livre Stigmate, les usages sociaux du handicap, publié en 1963. Il y montre que certaines personnes sont stigmatisées à cause d'une caractéristique sociale qui est jugée négativement, comme un handicap, une couleur de peau ou une orientation sexuelle par exemple. En analysant les interactions sociales, il montre que les personnes stigmatisées, elles peuvent soit chercher à cacher ce stigmate, c'est plus ou moins facile en fonction du stigmate, soit au contraire le revendiquer positivement. Et c'est ça qu'on appelle le renversement du stigmate. On retrouve par exemple cette stratégie dans des mouvements comme Black is Beautiful dans les années 1960 ou la Marche des Fiertés, qui consiste précisément à assumer son orientation sexuelle. Ici, les auteurs expliquent que les jeunes ruraux font un peu la même chose. Face au mépris qu'ils ressentent parfois de la part des urbains, notamment sur leur mode de vie, ils revendiquent au contraire un lien privilégié avec la nature en opposition aux citadins qu'ils jugent déconnectés. Renversement du stigmate. On voit donc se former un premier rapport à l'écologie dans cette opposition qui se fait avec les urbains. Les auteurs proposent d'utiliser le terme de capital environnemental pour montrer que si les ruraux peuvent se sentir dominés sur le plan du capital économique, culturel ou symbolique, leur maîtrise d'un certain capital environnemental leur permet de renverser cette hiérarchie implicite. Mais je pense qu'en ville, il y a cet effet de surconsommation, tant de choses inutiles. Je trouve qu'ici on vit plus simplement. On vit avec beaucoup moins de choses, de futilité. Et c'est surtout la nourriture, on se nourrit avec des trucs d'agriculture intensive ou d'industrie qui travaillent avec des tonnes d'eau. Je veux dire, plus on va acheter des choses comme ça, plus ils vont continuer à produire et demander beaucoup d'énergie. Je me dis qu'en ville, on est plus confronté à tout ça. Mais du coup, il reste à montrer comment se construit ce capital environnemental et les tensions éventuelles qui peuvent apparaître avec les générations précédentes. Ce capital environnemental ne sort pas de nulle part, il est largement construit au sein de la famille à travers des pratiques du quotidien comme le jardinage, la cueillette, la pêche, la chasse, etc. D'ailleurs, l'article note que sur notre échantillon, on a un quart des jeunes enquêtés qui déclarent pratiquer des activités typiquement basques comme la pelote, les danses ou des chants basques ou des mascarades. Donc on voit qu'il y a un ancrage régional et familial assez fort dans les activités culturelles pratiquées, et au milieu de ça, les activités en rapport avec la nature, elles sont vues comme allant de soi. Elles sont pas vraiment revendiquées comme un engagement écologique. Par exemple, il y a une lycéenne de 18 ans qui explique qu'elle adore pas spécialement aller cueillir des champignons, mais que par contre, elle aime passer du temps avec ses grands-parents et que c'est ça l'activité familiale de base. Donc on voit comment un certain rapport à la nature peut se transmettre comme ça dans des activités du quotidien. Par ces activités familiales, on a donc une forme de transmission implicite d'un mode de vie plus sobre, qui n'est pas forcément pensé comme militant, mais que certains jeunes vont par la suite se réapproprier. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Dans les entretiens, certains mettent en avant explicitement cette logique de transmission. On a cette enquêtée, par exemple, 28 ans, fille d'agriculteur, qui explique qu'elle fait ses propres conserves, achète ses œufs à la ferme, le thon à la criée, et que tout le monde la prend pour une vieille quand elle fait ses canards pour l'année. Mais elle ne fait que reproduire ce qu'elle a toujours vu faire chez ses parents et ses grands-parents. Pourtant, cette transmission, elle n'est pas toujours évidente et elle peut générer des tensions. D'un côté, on a des jeunes qui vont rejeter certaines pratiques, on a pas mal ça avec l'exemple de la chasse, qu'ils associent à une vision plus traditionnelle du rapport à la nature. On a par exemple Émilie, qui explique qu'elle a grandi dans une famille où le jardinage et la cueillette de champignons étaient très présents, mais que la chasse, vraiment pour elle, ça passe pas. Il y a d'ailleurs une dimension très genrée à la chasse, il y a par exemple une autre enquêtée qui explique que son père et son frère sont chasseurs, mais que elle trouve ça barbare. Et d'un autre côté, il y a aussi des jeunes qui, au contraire, vont chercher à imposer des pratiques plus écologiques à leur famille. C'est ce que les chercheurs appellent la socialisation inversée, quand ce sont les enfants qui socialisent les parents à de nouvelles pratiques.
Il y a par exemple une enquêtée qui explique qu'elle suit tout ce que fait le journaliste Hugo Clément et qu'après des discussions avec ses parents, ils ont commencé à réduire leur consommation de viande et à privilégier des produits plus locaux. Quand on demande aux jeunes s'ils se sentent concernés par l'écologie, la plupart répondent oui, et de fait, ils adoptent souvent des pratiques écologiques dans leur quotidien. Par contre, ils ne les revendiquent pas forcément comme un engagement. Beaucoup voient ces gestes comme une simple manière de vivre, héritée de leur famille, sans lien direct avec les discours militants, qu'ils voient souvent comme moralisateurs ou déconnectés de leur réalité. Alors moi je ne comprends pas pourquoi les Français... Enfin, surtout les provinciaux. Ouais, les provinciaux s'obstinent à faire leurs courses dans les grandes surfaces, alors qu'ici on trouve de tout. Tiens, bah regardez ce déodorant. Ah voilà, sans parabènes, sans aluminium, sans alcool, 100 €. En revanche, une tension peut exister avec les générations précédentes. Alors évidemment, il y a plein de cas différents, mais la plupart des jeunes constatent tout de même que leurs parents ont des pratiques vertueuses d'un point de vue environnemental. Et ça, ils le soulignent lors des entretiens, comme quoi leurs parents finalement recyclent l'eau de pluie par exemple, ou mettent très peu d'engrais, ou achètent localement. Cela dit, ils concèdent aussi que c'est souvent davantage par habitude ou contrainte économique que par réelle conviction environnementale. D'autres au contraire perçoivent carrément un manque d'intérêt pour les questions écologiques et ont parfois l'impression que les adultes ne mesurent pas l'ampleur des enjeux. Comme Clara nous le dit, c'est vrai que mes parents, pas vraiment. Mais je pense que les jeunes sont quand même plus inquiets parce que ça nous concerne plus, vu que c'est nous, la génération future, qui allons vivre les changements climatiques. Mais je pense que les adultes ou les personnes âgées sont beaucoup moins inquiètes. Du coup, on perçoit quand même un petit clivage générationnel sur la question de l'écologie parce que les générations des parents restent souvent assez méfiantes. De fait, le terme même d'écologie est assez déprécié en milieu rural parce qu'il est associé à un jugement porté par les habitants des villes et à une remise en cause de leurs pratiques. Et on a un petit peu plus de diversité chez les jeunes, avec certains jeunes qui intègrent peu à peu une conscience environnementale plus explicite, et d'autres qui, au contraire, continuent de rejeter ces discours, estimant qu'ils sont portés par des urbains déconnectés de leur mode de vie. Alors, au final, comment caractériser le rapport des jeunes ruraux à la nature et à l'écologie? Ce que nous apprend cette enquête, c'est que les jeunes développent un attachement fort à leur territoire et aux pratiques liées à la nature, mais que cela ne se traduit pas nécessairement par un engagement politique. Ils sont pris entre un héritage familial qui leur transmet des pratiques vertueuses mais sans discours écologique, et une volonté de se démarquer des urbains qui leur semble parfois trop éloignée de la nature pour être crédibles sur ces sujets. Alors, les chercheurs nous invitent quand même à nuancer l'idée d'un clivage générationnel strict entre les jeunes et leurs parents, notamment parce que les jeunes ruraux sont loin d'être un groupe homogène. Comme le disait Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot. Plutôt que d'opposer deux blocs, il faut voir qu'il existe une diversité de trajectoires, avec certains jeunes qui se réapproprient des pratiques familiales, d'autres qui s'en détachent, et certains qui influencent leurs propres parents vers des comportements plus écologiques. En définitive, cette étude nous montre qu'il y a une écologie vécue, ancrée dans des gestes du quotidien, qui ne passe pas toujours par des discours militants, mais qui témoignent d'une forme de capital environnemental propre aux jeunes ruraux. Et les chercheurs insistent notamment sur le fait que cette notion-là de capital environnemental, elle sera vraiment intéressante à explorer pour les futurs travaux sur le sujet. Alors, peut-on dire que les jeunes souletains sont des écologistes sans le savoir? Peut-être pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un rapport à la nature qui leur est propre et qui mérite qu'on s'y intéresse. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Avis de recherche. Si ça vous a plu, pensez à liker, commenter, partager. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Moi je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao!